Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder l'anatomie descriptive des muscles subclavier et muscles petit pectoral. Les muscles en question sont situés dans une région qu'on appelle la région antéro-latérale supérieure du thorax et on peut les représenter sur ce schéma. Alors, il est inutile de représenter ce schéma au complet. Au mieux, on peut représenter l'hémithorax correspondant, sur lequel on peut placer ces deux muscles, et on peut même isoler un segment un peu plus petit de cet hémithorax pour gagner du temps. C'est ce que nous allons faire à côté pour vous montrer comment procéder, mais dites-vous qu'à partir du moment où vous maîtrisez la représentation graphique du thorax en vue supérieure, il est très facile de cibler une zone plus spécifique pour la représenter. Donc la connaissance et la maîtrise de ce schéma-là, général, représente un intérêt de premier ordre pour effectivement traiter un grand nombre de questions d'anatomie, comme je l'avais dit dans la vidéo qui traite justement de la représentation graphique de cette vue antérieure du thorax. Pour les deux muscles qui nous intéressent, muscle subclavier et muscle petit pectoral, nous allons nous limiter à la représentation graphique des 5 premières côtes, de la clavicule et de la scapula, ainsi qu'une partie du sternum. On commence toujours, c'est le plus facile à mes yeux, par la fourchette sternale et le manubrium sternal, comme ceci. L'articulation, la surface articulaire de la première côte, de la clavicule, la surface articulaire de la deuxième côte, la troisième, la quatrième et la cinquième. On peut placer la sixième à titre de repère. Ensuite, à partir de là, on représente la face antérieure du corps vertébral de T2, puis T1, et on vient placer la première côte. On représente son extrémité postérieure ici, son corps et son extrémité antérieure qui s'articulent avec le premier cartilage costal. Cette première côte, je vous le rappelle, forme la limite latérale de l'orifice supérieur du thorax. À partir du moment où on a placé ce premier élément, on représente deux traits de construction. L'un latéral qui va représenter la silhouette du gril costal et un second qui va représenter la ligne où s'opèrent les jonctions entre l'os des côtes et leurs cartilages respectifs. À partir de là, on représente tout d'abord les cartilages costaux qui, je vous le rappelle, s'orientent progressivement obliquement en bas et en dehors. On les numérote pour éviter toute erreur, au moins ceux qui nous intéressent, à savoir le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc on peut représenter éventuellement le sixième cartilage ici, qui parfois, je vous le rappelle, présente une articulation dite interchondrale entre les deux cartilages costaux. Ensuite, on vient représenter l'extrémité inférieure des côtes, puis l'extrémité supérieure, et enfin un trait qui représente la partie concave de la côte et donc sa face interne. À partir de là, voilà, on peut cacher certains traits de construction qui n'ont plus lieu d'être. On peut faire apparaître l'appareil xiphoïde ici. À partir de là, on va placer
élément important pour représenter le muscle subclavier, la clavicule, avec donc l'articulation sterno-costo-claviculaire ici, dont on va représenter les ligaments. Donc on aperçoit le bord antérieur de la clavicule et sa face supérieure, et en dehors on retrouve l'acromion qui prolonge latéralement et antérieurement l'épine de la scapula, en dessous de laquelle on retrouve le processus ou apophyse coracoïde, dont ici on aperçoit la bord horizontale, la face supérieure et le bord médial. Ensuite, l'échancrure scapulaire du bord supérieur cervical de la scapula, et en dessous de l'apophyse du processus coracoïde, on aperçoit la tubérosité susglénoïdienne, en dessous de laquelle on représente justement la glène de la scapula qui s'articule avec la tête humérale, comme on l'a vu sur le schéma précédent. Et ensuite, on a en dessous de la cavité glénoïde, on a la tubérosité tricipitale, tubérosité infraglénoïdienne, qui donne insertion au tendon de la longue portion du triceps brachial. Ces éléments osseux étant placés, comme je vous dis, on représente quelques éléments fibreux en rapport avec le muscle subclavier. Donc on a tout d'abord le ligament costo-claviculaire, véritable pivot au niveau des mouvements complexes de l'épaule. On a les formations ligamentaires de l'articulation sterno-costo-claviculaire, avec notamment le ligament interclaviculaire. On a ici les formations ligamentaires de l'articulation acromioclaviculaire. Donc ça, c'est les intrinsèques, et on a également les formations extrinsèques avec le ligament trapézoïde plus antérieur, en arrière duquel on retrouve le ligament conoïde, et enfin le ligament coraco-claviculaire médial ici. Voilà. Voilà pour les formations ligamentaires qui vont être à proximité du muscle subclavier, dont on va maintenant parler, dont on va décrire l'anatomie. Le muscle, alors je vais prendre du marron pour représenter le muscle. Un marron assez clair, pas dire ocre. Voilà. On va conserver cette couleur-là pour le muscle subclavier. Donc le muscle subclavier, c'est un muscle thoraco-appendiculaire, donc c'est-à-dire que c'est un muscle qui s'insère sur le thorax et qui se termine sur un des éléments osseux de la ceinture scapulaire. Donc c'est un muscle du thorax annexé au membre supérieur. Son origine se fait au niveau de la jonction ostéo-cartilagineuse de la première côte, à la face antérieure de cet élément-là. Et sa terminaison, quant à elle, va se faire à la face inférieure de la clavicule, qu'on va représenter ici, en dessous, par un petit schéma. Donc je représente la clavicule en vue inférieure, avec ici le heurtoir de Farabeuf et l'extrémité médiale de la clavicule. Ici, hop, le tubercule deltoïdien. Et ensuite, on représente les surfaces articulaires. Donc ici, on a la surface articulaire biseautée d'extrémité latérale, qui s'articule donc avec l'acromion. Et ici, on a la face inférieure. À la face inférieure, on aperçoit l'articulation, la surface articulaire avec le premier cartilage costal. Et ici, on aperçoit la surface articulaire avec la surface sternale. Pour rappel, en interne ici, on retrouve l'insertion du ligament costo-claviculaire, et en dehors, au niveau du tiers latéral, on retrouve tout d'abord ici
le tubercule trapézoïde, en arrière duquel on va trouver le tubercule conoïde, qui donne insertion aux deux ligaments précités. Entre ces deux extrémités, on va avoir le tiers médian, tiers moyen de la clavicule, qui va présenter une gouttière. Je vous rappelle que effectivement la clavicule est échancrée à sa face inférieure, donc est concave en bas à la coupe. Voilà, présente ici une cavité osseuse. Donc ici on a la gouttière du muscle subclavier, où s'insère donc la terminaison de ce muscle. On va donc pouvoir représenter entre l'origine et la terminaison le trajet de ce muscle. Donc trajet qui se fait, donc qui est oblique en dehors, en haut et légèrement en arrière. Et donc qui est en partie caché par la clavicule qui est posée vraiment sur d'un côté le sternum et la première côte et de l'autre côté sur l'acromion. Donc effectivement, ici on a le muscle subclavier. Muscle subclavier dont l'action est abaisseur de la clavicule. Et dont l'innervation dépend du nerf subclavier qui naît lui du tronc primaire supérieur du plexus brachial. Et donc les origines métamériques de ce nerf-là sont C5, C6. Nerf subclavier. Face antérieure, qui naît à la face antérieure donc du plexus brachial. Voilà pour le muscle subclavier. Nous allons maintenant parler de l'anatomie du muscle petit pectoral, donc anatomie descriptive. Le muscle petit pectoral est lui aussi un muscle thoraco-appendiculaire. Il est néanmoins situé plus bas et ses insertions se font donc sur la 3e, 4e et 5e côte. Je vais prendre une couleur. Donc les insertions d'origine, 3e côte ici, donc au niveau de l'extrémité antérieure des côtes, près de la jonction avec les clavicules. Avec le cartilage costal correspondant. 4e et 5e. Donc, voilà les origines. Et pour ce qui est de la terminaison va se faire sur le bord médial de la partie horizontale du processus coracoïde. Donc, sa terminaison se fait comme pour les trois insertions d'origine par une lame tendineuse. Et donc, on a également une terminaison tendineuse au niveau donc, de ce bord médial du processus coracoïde. Et à partir de là, on va pouvoir définir le trajet du muscle. Donc ce muscle est oblique en haut et en dehors et légèrement en arrière. Et surtout, il a pour particularité de présenter 3 digitations, comme c'est fréquemment le cas au niveau de tous les muscles qui s'insèrent au niveau costal, enfin une grande majorité. Et ces 3 digitations-là vont lui donner une forme triangulaire à sommet supéro-latéral et à base costale. On va donc représenter ici les 3 digitations de ce muscle qui lui donne cette forme triangulaire. Donc c'est aussi un muscle aplati dans le sens antéro-postérieur. Et on va représenter l'orientation de ces fibres. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une insertion tendineuse, on a des lames tendineuses d'insertion sur les côtes. Voilà. Voilà pour le muscle petit pectoral.
Son action maintenant, il est abaisseur de l'épaule. Quand on a une élévation de l'épaule, il participe activement à l'abaissement de l'épaule. Il est également abducteur de la scapula quand on a un point fixe costal. Et à l'inverse, quand on a un point fixe scapulaire, il est inspirateur, muscle inspirateur accessoire. Son innervation, elle, dépend du muscle pectoral médial, qui est du nerf pectoral médial, qui est une branche antérieure qui naît à la face antérieure du faisceau médial du plexus brachial. Et donc le faisceau médial, en ancienne nomenclature, on l'appelle le tronc secondaire antéro-interne. Donc nerf pectoral médial, et les origines métamériques de ce nerf sont C7, C8, T1. Quelques éléments maintenant de rapport. La particularité de ces deux muscles, c'est qu'ils sont reliés par une aponévrose. Donc on représente à nouveau le muscle subclavier ici, en coupe, en dessous duquel on va retrouver, je vais le mettre de la même couleur, donc en marron, on va retrouver le muscle petit pectoral, en coupe également. Donc là c'est une coupe, on va l'orienter, alors on n'a pas orienté le schéma de la clavicule, donc le schéma de la clavicule, ici c'est ventral, et ici c'est latéral, gauche. Droit, pardon. On a bien fait, excusez-moi. Et ensuite ici, ce schéma-là, donc il est orienté comme ceci, donc c'est crânien ici, et c'est ventral ici. On a donc ensuite le muscle petit pectoral en coupe. On a les aponévroses qui vont venir recouvrir ces deux muscles. Comme tout muscle, il est recouvert par une aponévrose. Et ces deux aponévroses musculaires sont reliées entre elles par l'aponévrose clavipectorale, qui délimite ainsi la face antérieure du creux axillaire, une région topographique située au niveau du creux de l'épaule. Et en avant de ces deux éléments, on retrouve le muscle grand pectoral, qu'on traitera dans une autre vidéo à venir. Et bien sûr, en arrière, on va retrouver, en coupe ici, schématiquement, les côtes, parce qu'il y a une partie du muscle effectivement petit pectoral qui est vraiment plaqué à l'extrémité antérolatérale du thorax, et une autre qui est vraiment constitutive du plan antérieur de la région du creux axillaire. Voilà pour l'anatomie de ces deux muscles, subclavier et petit pectoral. Je vous remercie de votre attention. C'est encore moi. Alors tout de suite, petit erratum. J'avais dans la vidéo précédemment, j'avais complété le sternum en oubliant, donc j'avais représenté l'appendice xiphoïde après le 6e cartilage. Or j'avais oublié le 7e cartilage, donc voilà, prenez note, ne faites pas la même erreur que moi, qui est une erreur d'inattention qui arrive souvent, surtout au niveau costal. Donc n'oubliez pas qu'effectivement les articulations entre le sternum et les côtes se font de la première côte, et la clavicule bien sûr, jusqu'à la 7e, et que les côtes, les fausses côtes, 8e, 9e, 10e côte, effectivement leur cartilage se termine respectivement sur la 7e, puis la 8e, puis la 9e côte. Voilà, excusez-moi pour cette petite erreur, merci de votre attention, au revoir.